Laetitia Stauch a compris que les enquêteurs venaient de découvrir son terrible secret. Mais il est hors de question pour elle de se laisser mettre en prison sans se battre. She keeps threatening me. Stop. Well, she keeps threatening me. Stop it. Well, she keeps on threatening me. I have stopped it. She keeps on. Well, she got out of the restraints. She keeps on. Le 27 janvier 2020, au petit matin, Laetitia Stauch, 39 ans, envoie un SMS à son mari Al, qui suit actuellement une formation en dehors de l'État dans le cadre de son travail, car il est militaire. Dans son SMS, Laetitia prévient Al que Gannon, 11 ans, le fils de Al, mais son beau-fils à elle, n'ira pas à l'école, car il a été malade toute la nuit. Elle annonce à son mari qu'elle va donner une excuse à son travail pour pouvoir rester avec lui, puis envoie donc un SMS à son employeur. Laetitia est enseignante, affirmant que son beau-père a été renversé et tué par une voiture et qu'elle ne pourra pas assumer ses cours. Cette histoire est à moitié vraie, car son beau-père a bien été heurté et tué par une voiture. Mais l'accident a en fait eu lieu de nombreuses années plus tôt. Environ 12 heures plus tard, à 18h55, elle appelle les secours. Your name? Pizza. Please tell me, sir. I didn't know if I'm supposed to call emergency, not emergency service, but my phone says you're all physical, and it's almost 7. And we went to like our friend's house, and we're going to do the friend's house, and they said you lived in there, and you never said you never came there. Well, I don't know any other people going out, and I talked to my husband, so I don't know anyone else. And I don't know if there's like a time limit or like he's only 11. He's 11. 11, yeah. Okay. What's the thing? And Après avoir été dirigée vers un numéro non urgent, Laetitia explique à nouveau que Gannon est sorti pour passer du temps avec ses amis vers 15h15 et qu'il est en retard d'1 heure pour rentrer à la maison. Elle dit qu'elle est allée chercher Gannon au domicile de ses amis mais qu'il n'y était pas et qu'elle s'inquiète beaucoup. À 19h32, Gannon Stauch est enregistré dans les bases de données nationales et étatiques comme fugueur actif. Vers 22h, des agents du bureau du shérif d'El Paso viennent sur place pour jeter un coup d'œil à la maison de Laetitia avec sa permission, mais rien ne semble anormal. Le lendemain, le 28 janvier, Laetitia discute avec Stéphanie, la babysitter des enfants. Laetitia: c'est arrivé après 15h30. On lui a dit de rentrer pour 18h. Stéphanie: quelqu'un a dit qu'il n'était pas à l'école hier. Laetitia: il devait aller chez le médecin pour son ventre, mais il était là l'après-midi. Stéphanie: chez qui a-t-il dit qu'il allait? Laetitia: sincèrement, je ne connais pas tous ses amis. Vers 8h du matin, Laetitia conduit sa voiture, une Volkswagen Tiguan, jusqu'à un parking de courte durée à l'aéroport et loue une Kia Rio 2019. Elle récupère Al à l'aéroport, qui est évidemment rentré chez lui plus tôt que prévu, prêt à s'impliquer dans la recherche de son fils. Quand Al lui demande pourquoi elle a loué une voiture, Laetitia répond qu'elle ne voulait pas faire exploser le kilométrage de la sienne. Vraiment très curieux comme idée, compte tenu de l'urgence de la situation. Intriguée, Al lui demande où elle a laissé son véhicule dans ce cas, et Laetitia lui répond vaguement qu'il est garé proche de l'école. Durant la soirée, Al ira vérifier les alentours de l'école, mais ne verra pas la Tiguan, et pour une raison que nous ignorons, Laetitia a décidé de ne pas révéler l'endroit où se trouvait sa voiture à son mari. L'ex-femme d'Al, la mère de Gannon, Lenden, voyage depuis la Caroline du Sud pour rester chez les Stauch pendant que les recherches se poursuivent. Il passe tout l'après-midi du 28 janvier à chercher Gannon. Seule Laetitia ne semble pas très impliquée. Il est temps de vous en dire un peu plus à propos de Laetitia. Initialement de Caroline du Sud, Laetitia, veuve, épouse Albert Stauch, dit Al, 5 ans plus tôt en 2015, et devient alors mère de 3 enfants. Elle a une fille de son précédent mariage, Harley, 12 ans, et Al a 2 enfants d'une précédente union également, Gannon, 6 ans à l'époque, et Leina, 3 ans.
Al partage la garde de Leyna et Gannon avec son ex-femme, Landen Bullard, pendant un temps, puis obtient la garde exclusive des enfants. Laetitia a une solide formation universitaire, notamment une licence en sciences politiques de l'Université de Caroline du Nord, à Pembroke, une maîtrise en programme et enseignement de l'Université Capella, et même un doctorat en éducation de l'Université Liberty, toutes deux des universités en ligne. Tessia a travaillé en tant qu'enseignante en Caroline du Sud, mais en 2016, sa licence est suspendue après qu'elle ait abandonné ses fonctions après seulement 7 jours de travail. Tessia déclare qu'elle a quitté l'établissement car elle y subissait harcèlement et représailles après avoir demandé à être libérée de son contrat en raison d'un transfert militaire imminent qui lui aurait été refusé. Cette affirmation a une certaine crédibilité, car Al travaille à temps plein dans la garde nationale et est fréquemment en poste dans le pays pendant plusieurs semaines de suite. Elle finit par déposer une plainte auprès de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi, mais à la suite d'une enquête, ces allégations se sont révélées sans fondement. Elle a été suspendue pendant 180 jours, puis a été autorisée à reprendre sa carrière d'enseignante. Au fil des années, elle change régulièrement d'établissement scolaire et finalement, en janvier 2019, Al et Laetitia déménagent au Colorado pour le travail de Al. Landen, la mère de Gannon et Leyna, reste en Caroline du Sud, de l'autre côté du pays, à 23 heures de route. Donc Laetitia, Al, Gannon, Leyna et Harley vivent désormais tous ensemble sur Munden Drive à Colorado Springs. Laetitia effectue plusieurs remplacements puis obtient un emploi sous condition à la Mountain Ridge Middle School, une école primaire du district. Le 24 janvier 2020, Laetitia participe à une séance d'orientation professionnelle lorsque son offre d'emploi est annulée en raison d'informations incohérentes lors de la vérification de ses antécédents. Heureusement pour elle, elle a pu récupérer son ancien poste à l'école élémentaire française. En tout cas, c'est ce qu'il semblerait, bien que j'ai lu certains dire qu'elle n'avait rien retrouvé ensuite, information qu'elle cache d'ailleurs à son mari Al. Mais bref. Le 26 janvier, alors que Al est en Oklahoma pour une formation militaire et que Harley, 17 ans, travaille chez Massage Envy, Laetitia, Gannon et Leyna partent faire une randonnée au Jardin des Dieux, un parc public de plus de 500 hectares proche de leur domicile. C'est une activité fréquente pour eux et Laetitia en parle souvent sur sa page Facebook. Les photos que vous voyez maintenant datent de ce jour-là. Une fois de retour à la maison, dans la soirée, Gannon aurait renversé une bougie et brûlé le canapé et la moquette. Laetitia envoie plusieurs SMS à Al lui expliquant l'incident tout en précisant que Gannon avait peur et paniquait, mais qu'il allait bien. Elle publie aussi une vidéo sur son profil Facebook dans laquelle on peut entendre Gannon pleurer, tandis que la mère de famille lui dit qu'il doit choisir ce qu'ils doivent vendre pour couvrir la réparation de la moquette. I just don't know what to do. Well, devastating. Initially, Scott, I can't lie when the TMZ information... Gannon, I promise it's the last time I'm going to ask you. I'm just freaked out, okay? Are you sure you didn't do it on purpose? I did it. Okay, we promise. You promise. Perfect. Pinky promise. Pinky. Okay, all right, so, listen. All right, we're going to have to sell stuff to fix it, okay? So, we figure out what we got to sell. We can sell the sofa. We can sell whatever, because we got to get it fixed. So, lady, don't be mad at us and kick us out the house, okay? You got it? You got it? I'm just worried about my friend. Okay, shh, listen. Voici donc les éléments qui se sont déroulés la veille de la disparition de Gannon. On en revient au 28 janvier, le lendemain de la disparition du jeune garçon. Vers 16h, les enquêteurs demandent à Laetitia la brosse à dents de Gannon pour récupérer son ADN. Vers 16h19, Laetitia effectue une recherche dans son navigateur internet, je cite « Il demande la brosse à dents de notre fils, mais disent que tout va bien ». Vers 16h30, elle envoie un SMS à son mari. « Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il cache quelque chose. » Al. « Qui? La police? » « Oui, ils ont demandé des brosses à dents. » « Qu'est-ce que tu penses qu'ils cachent? » Vers 18h30, Laetitia quitte son domicile. Vers 19h, elle ramène le véhicule de location au parking de l'aéroport et repart avec son Tiguan. À partir de là, son téléphone est éteint ou en mode avion. 3 heures plus tard, à 22h30, sa fille Harley vient la récupérer près de North Powers Boulevard et Carfree Circle North. Le Tiguan n'est nulle part en vue.
À ce stade de la chronologie, on ne sait pas exactement ce que Laetitia a fait entre 19h et 22h30, mais nous y reviendrons plus tard. Environ 15 minutes après avoir été récupérée par Harley, à 22h45, Tessia envoie le message suivant aux enquêteurs. « Qu'attendez-vous de moi ? Parce que je n'ai rien. L'un des vôtres m'a révélé ce que vous cherchiez. Je n'ai rien fait, ou alors j'ai été piégée. On m'a dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi pour dormir et en plus, on a envoyé des hommes dans une maison avec une fille mineure et on l'a forcée à rester là sans même lui donner de la nourriture. Chaque conversation que j'ai eue, même en ce moment, je peux l'entendre à l'intérieur de moi. Qu'attendez-vous de moi ? » Oui, son message est vraiment très bizarre, je l'ai traduit du mieux que j'ai pu. On peut donc voir qu'elle devient un peu parano, car apparemment, d'après le rapport d'enquête, personne ne lui a dit qu'elle était suspectée. Le détective répond « J'aimerais juste avoir des informations pour retrouver Gannon. Venez nous parler. » Le lendemain matin, le 29 janvier, Laetitia se rend donc de son plein gré au bureau du shérif d'El Paso. Bon, elle était attendue pour 10h et ne s'est présentée qu'à midi, mais passons. Elle arrive donc au volant de son Tiguan, qui semble impeccable. Tessia raconte au détective sa chronologie des événements du 26 au 27 janvier. Elle parle de sa randonnée au Jardin des Dieux avec les enfants, de l'incident de la bougie qui a ruiné le tapis le 26 et de la façon dont elle a laissé Gannon sécher les cours à cause de maux d'estomac le 27. Et puis, elle change de version par rapport à ce qu'elle a affirmé de prime abord aux policiers et à sa famille. Elle explique que, de peur qu'Al ne se mette en colère contre elle, elle a paniqué en essayant de trouver un moyen de réparer la moquette le plus rapidement possible. Alors, le 26, pour accélérer le processus de réparation, elle a décidé de ne pas contacter de service de nettoyage professionnel. Au lieu de cela, elle s'est rendue directement sur un chantier voisin de construction de maisons et a demandé à un groupe d'hommes hispaniques si quelqu'un accepterait de faire un petit travail pour réparer la moquette. Apparemment, un homme nommé Eduardo était à la hauteur de la tâche. Elle lui a donné son adresse et le code du garage et a continué sa journée. Ils se sont mis d'accord pour qu'ils viennent réparer la moquette le lendemain, le 27. Petit aparté, la maison des Stauch est une maison de 232 mètres carrés avec un garage attenant pour 2 voitures. Il y a 4 chambres et 3 salles de bain. 2 de ces chambres se trouvent au sous-sol, dont celle de Gannon. À côté de la chambre de Gannon, il y a une buanderie non finie et de l'autre côté du couloir, une autre chambre et une salle de bain. Un escalier avec un petit palier permet d'accéder au sous-sol depuis le niveau principal et le garage est accessible depuis l'intérieur de la résidence. On reprend. So you leave around 10 something and then you get back around 2 something. I feel like it was like 2:35, 2:25, 2 something. I made a mistake. This is it. Okay. So, as we got inside, I heard something, but I didn't think anything about it because I thought, you know, maybe Gannon was like doing something, and the guy was in there, and I gave him the code. The guy from the... Yeah, it's all my fault because I gave him our code to fix the carpet. Okay. And I shouldn't have. Okay. And he was inside. Something is, so I walked to the storage closet to open the storage closet, and when I do, it's him. And he was standing in there, and he had on gloves. In the storage closet? Yes. Okay. He had one of the guns. Okay. And I was terrified. Okay. So terrified. And then he just knocked me down and like towards Gannon's room. And he was hitting on me. It was like hard, like on the ground. And Gannon runs inside the room. Mm-hmm. And like tries to like, you know, be helpful, do something, whatever. And from there, it was kind of like a blur, everything else that was going on. Because I was just like crying and I was freaking out. And I swear to God, I don't know what happened from there. I really don't know what had happened from there. I don't. Okay. I don't. So then when I get downstairs, he has the gun, and he has Gannon, and I'm sitting there like freaking out, like, okay, what do you want me to do? Blah blah blah. He asked me to give him a suitcase, and I gave him a brown suitcase, and then he hit me on the head again, and it's like right here. He just kept like hitting me right there like that. Okay. And so then he did that, and then I blacked out again. I was having a panic attack. And then I don't know what happened from there. I really don't. I don't know. I just know that I did lie. I did.
when they came, I did say, get a lift, whatever, you know that. Okay. But he never did. He never left to go play. I just didn't know what to do, and I panicked in the moment. Pour résumer, Laetitia déclare qu'elle est rentrée chez elle après avoir fait quelques courses vers 14h30 le 27 janvier 2020 et qu'elle s'est rendue au sous-sol. Elle a déclaré qu'Eguardo se trouvait dans la cave, qu'il l'a attaquée et qu'il a pointé une arme sur elle. Elle a déclaré qu'après l'avoir tenue en joue, Eguardo l'a autorisée à monter à l'étage pour accueillir sa belle-fille, Lena, qui venait d'arriver à la maison après l'école. Laetitia a déclaré qu'elle l'avait envoyé faire du vélo à l'extérieur, puis qu'elle était retournée au sous-sol où Eguardo l'avait violée entre 15h30 et 16h30. Pendant cette période, elle pense qu'elle s'est cogné la tête et qu'elle a peut-être perdu connaissance. Laetitia déclare également que, pendant l'agression, Gannon avait sauté sur le dos d'Eguardo et que ce dernier a réussi à projeter Gannon à l'autre bout de la pièce. Après avoir terminé, Eguardo a pointé l'arme sur Gannon et a demandé une valise. Laetitia lui a fourni une valise marron et un carton. Puis, qu'en essayant de l'attaquer, elle s'est cogné la tête et a perdu connaissance, et que quand elle s'est réveillée, Gannon n'était plus là. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'elle dit? Car apparemment, elle, non. D'après elle, Gannon ne serait pas parti voir des amis, il aurait été kidnappé par un homme inconnu et placé dans une valise. Si c'est la vérité, les policiers ont perdu de précieuses heures pour tenter de le retrouver sain et sauf. Surtout que je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas dit la vérité. Elle n'a rien fait de mal. Donner le code de son garage à quelqu'un qui s'avère être un détraqué n'est pas un crime. Elle aurait dû dire la vérité. Ça n'a pas de sens. Do you need the restroom or anything like that? No, I'm actually, I mean, am I like free to leave or? We're not holding you here. We'd like to get you over to the hospital for that. No, I would totally do that, but I really am. I just want to get some food and take a minute, and I can drive myself to the hospital. I don't want to feel like I'm some, person they're going to look at differently because I am showing up with, police and people, and I just. Let me go check on a couple of things really quick, and then I'll be right back. Okay? Okay, you said I was free to go. Are you wanting to leave right now? I'm really hungry. I'm thirsty. Look at my lips; they're chapped. Okay. Can you give me just a few minutes to just check to make sure that I've covered everything that I need to cover, and then I'll come back in? And she said specifically that I would be able to go. And I'm not saying that you can't. I'm asking if you can give me a few minutes. All right, I'll be right back. Okay, so can you show me how to leave, please? I have to go over here. Let me get somebody to escort you out. Okay. You're done with all this? Right, I haven't not communicated with you. I have been... Are you done with that coke? Nothing, but can I not take it? You can if you want. Yeah, I just didn't know if you were done with it. We recycle them too. So. Oh, okay, yeah. Are you holding me here? I'm not holding you. Okay, so can someone walk me out? Comme vous venez de le voir, Laetitia en a assez. Après avoir raconté son histoire à propos d'Eguardo et exprimé ses remords pour lui avoir donné son code d'entrée, elle décide qu'il est temps de partir. Elle n'a clairement aucune envie d'aller à l'hôpital avec les forces de l'ordre, alors que ça servirait à identifier et retrouver son violeur, et surtout le kidnappeur de Gannon. Mais bon. Mais avant de la laisser partir, les agents ont encore quelques tâches à accomplir. La première chose à faire est d'obtenir le téléphone portable de Laetitia. I just want to get directions. I get it. And so once again, we're back in the interview room. Okay. We're on camera. Mitch Maholko, lieutenant with the investigation section. Okay. Okay. So at this point in time, what we had just discussed outside, and tell me if I'm wrong, is that you decided that you wish to leave, and that there's no problem with that. I asked if. You didn't ask. You took. Okay. So you took. Understood. Okay. You relinquished the phone to me. I didn't relinquish the phone. You took listen, it. Ma'am. Or you show me something that you can legally take my phone and you don't have a search warrant yet. Can you show me that, please? Understood. Can you show me that? We're going to go ahead and hold on to this phone. No, that's unpossible. Okay, can I use another phone? La deuxième est d'obtenir son ADN à partir de la canette de coca qu'il lui avait précédemment fournie. Cette canette que Laetitia a farouchement protégée au début quand elle a dit qu'elle voulait partir. Okay, so you need a colder bottle of water? Wait, or a Gatorade? Are you taking my drink too? What in the world? Et la troisième est de la garder indirectement en détention pendant que leur mandat est examiné. Mais tout ne va pas se passer comme prévu.
Après un moment à attendre, Laetitia déclare qu'elle a des douleurs à la poitrine et du mal à respirer, espérant sûrement qu'ils la libèrent. Mais raté, ils lui disent qu'ils vont appeler les secours. Elle est ensuite transportée à l'hôpital en ambulance. Une fois arrivée, elle semble, je cite, avoir une guérison miraculeuse. Pendant son séjour à l'hôpital, le mandat d'échantillonnage d'ADN est finalisé. Cependant, Laetitia n'a aucun problème de santé grave et décide donc de se faufiler hors du bâtiment avant même que tous ses examens soient effectués, sans prévenir aucun des agents des forces de l'ordre présents, bien sûr. Techniquement, elle n'est pas encore en état d'arrestation, donc ce n'est pas considéré comme illégal. Elle est récupérée par un inconnu, puis a retrouvé sa fille Harley à plusieurs kilomètres de là. Mais bonne nouvelle pour les enquêteurs, elle a laissé sa Volkswagen Tiguan devant le commissariat, son véhicule est donc saisi et fouillé par les forces de l'ordre. Les enquêteurs ont désormais le véhicule de Laetitia et son téléphone. Mais avant toute chose, revenons à son histoire d'agression sexuelle et de kidnapping, car c'est important. Évidemment, les détectives vérifient cette éventualité, ils sont obligés. Ils commencent par vérifier les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance du voisin d'en face, et à aucun moment ils ne voient Eduardo ou qui que ce soit d'autre arriver ou quitter la résidence pendant la période donnée. Les enquêteurs consultent également les relevés téléphoniques de Laetitia pendant la période du viol présumé qui se serait déroulé de 15h30 à 16h30 le 27 janvier 2020. Au cours de cette période, Laetitia a eu une activité téléphonique, comprenant un appel sortant et de nombreux iMessages à Al, son mari, et Harley, sa fille, notamment pour discuter de l'achat d'écouteurs sans fil pour Al. Ces SMS ont été envoyés aux heures suivantes, 15h41, 15h42, 15h43, 15h44, 15h45, 16h11, 16h19 et 16h20. Donc pile pendant qu'elle était censée être agressée au sous-sol. Ajoutez à cela le comportement de Laetitia, qui d'après le rapport d'enquête n'est pas compatible avec celui qu'aurait une réelle victime d'agression sexuelle, et le fait que son corps ne présente aucune blessure défensive, il est conclu que ces allégations sont fausses. Bien sûr, pendant ce temps, les recherches pour retrouver le jeune garçon ne s'arrêtent pas. Les forces de l'ordre fouillent le quartier où il vit, les champs avoisinants, les nouveaux lotissements et le réservoir de Big Johnson, où ils utilisent sonars, drones sous-marins et plongeurs. Les équipes appellent aussi à l'aide des unités canines, des hélicoptères, des officiers à cheval, ainsi que l'aide de centaines de bénévoles pour retrouver le garçon. Dès que la disparition de Gannon a été signalée, la communauté s'est mobilisée. Rapidement, les voisins remplacent les lumières extérieures par des ampoules bleues, la couleur préférée de Gannon, et attachent des ballons et des rubans bleus aux arbres pour aider à guider Gannon vers la maison. Les enfants du quartier écrivent des messages à la craie pour le jeune garçon sur les routes et les trottoirs. Tous espèrent qu'il se soit seulement perdu. Revenons à la voiture de Laetitia. En utilisant les données stockées dans le GPS embarqué du Tiguan, ils peuvent déterminer où se trouvait le véhicule pendant l'intervalle du 28 janvier dont j'ai parlé précédemment, pendant les heures où nous ne savons pas ce que Laetitia a fait, de 19h à 22h30. Eh bien, il s'avère que pendant cet intervalle, elle est allée jusqu'au comté voisin de Douglas. Elle est restée environ 12 minutes dans une zone rurale autour de l'autoroute 105 et de Southbury Park Road avant de repartir. On y reviendra. Vient ensuite la fouille de son téléphone portable. Un coup d'œil à l'historique de recherche de Laetitia révèle ce qu'elle ressentait à propos de son rôle de belle-mère. Elle a effectué des recherches comme le 25 janvier. « Je fais tout le boulot pour mes beaux enfants et leur mère ne fait rien. Je me demande si l'ex-femme de mon mari va m'envoyer une carte de Saint-Valentin dans la mesure où j'élève ses enfants. Un jour, les gens souhaiteront avoir traité différemment. » Il récupère aussi des recherches que Laetitia a supprimées de son téléphone comme « Mon mari m'utilise pour babysitter ses enfants. Comment obtenir de l'argent pour s'extirper d'une mauvaise situation. Trouver un nouveau mari sans enfant. Je n'aime pas mon beau-fils. Devrais-je divorcer ? » C'est presque comme si elle utilisait Google comme un exutoire thérapeutique. Il semble donc qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre Laetitia et son mari Al, et que cette vie ne lui convenait plus. D'ailleurs, elle a aussi consulté, entre le 25 et le 28 janvier 2020, des sites web associés à la recherche d'un emploi dans les villes en dehors du Colorado, tels que Los Angeles, Orlando, Pensacola Beach et Fort Lauderdale. Laetitia a également consulté des appartements en location avec 2 chambres en Floride. En outre, elle a consulté un site web de calcul de frais de déménagement.
Mais le pire, dans ses recherches Google, ce sont les suivantes. Sang qui jaillit d'une plaie à l'artère. Comment enlever des taches de sang sur des draps? Puis-je peindre du sang à la bombe? On pense que ces recherches ont été effectuées le 27 janvier, juste avant que Gannon ne soit porté disparu. Les enquêteurs découvrent également des SMS douteux échangés entre Laetitia et sa fille Harley vers 17h le 27 janvier également. Dans ces messages, Laetitia demande à Harley d'acheter un nettoyant pour moquette, des sacs poubelles et du bicarbonate de soude. Enfin, dans l'application de notes de son téléphone portable, les détectives découvrent une note dans laquelle Laetitia a enregistré une série de questions directement liées à la disparition de Gannon. Par exemple, dans l'affaire de la disparition de l'enfant Gannon Stauch, avez-vous l'intention de dire la vérité? Dans l'affaire de votre beau-fils Gannon, lui avez-vous infligé un préjudice quelconque? L'avez-vous blessé accidentellement de manière physique? Avez-vous assassiné votre beau-fils? Savez-vous personnellement qui est impliqué dans la disparition de votre beau-fils? Il y a peut-être un lien entre ces notes et une recherche effectuée le 29 janvier. La mère de famille a recherché sur Google des sites web proposant de faux résultats de détecteurs de mensonges, en particulier des sites web qui permettraient à un client d'organiser un test de détecteur de mensonges privé et de lui fournir ensuite des résultats personnalisés ou falsifiés. Tiens. On est tous d'accord sur le fait que cette histoire est en train de très mal tourner, et que le pauvre Gannon n'est sûrement plus en vie. Le lendemain de l'interrogatoire, le 30 janvier, le statut du jeune garçon passe de fugueur à enfant disparu en danger. Ce changement de statut permet au bureau du shérif d'El Paso de contacter le FBI, ainsi que le Centre national pour les enfants disparus et exploités, pour demander de l'aide dans leur enquête. Comme je vous le disais, Laetitia ne semble pas très impliquée dans la recherche de Gannon, et la communauté s'en rend compte. Forcément, les langues commencent à se délier et les rumeurs vont bon train. Pour se défendre, Laetitia participe à une interview avec une chaîne d'information locale, KKTV, dos à la caméra, en date du 31 janvier. You are? I am Tisha Stout, which is Gannon's stepmother. You've been a part of the investigation since the very first time. You were the last person to see him. Is that right? Correct. What did you see when you last saw him? Well, I'm not allowed to talk about anything with the case. I would more so be willing to talk about how the community needs to have faith and continue to work together and not make these false accusations, like the things that have been said that I've disappeared from the community. I haven't been there to help, but there's lots of reasons behind that. Reasons like death threats, right? Right. Death threats are one of them. My family's getting lots of death threats. We counted over 20-some death threats already. Two, my husband's ex-wife is living in our home, and of course I'm not coming home to do these things and to help with the family when I was kind of like told I couldn't. And then many other things that happened with the El Paso County Police Department, you know, and then during the investigation I was told I wasn't complying. I should try and clarify here, not necessarily crime rates, but the way that people are reacting online to rumors about you with the search. Oh yes, wow. The rumors have gotten so bad. I pretty much have been told at least 10 different ways that these people have these conspiracy theories. I guess they watch a lot of law shows and maybe they have all these theories on how Gannon is dead, and that's what they're saying. So I'm like, why are you saying Gannon is dead? He is not dead. We are going to find Gannon, and that's the main goal that we all have, my family has. Just because you haven't seen us, we have that same goal, and we've been out searching. My aunt has been out searching. My family has been out searching. We all have been doing that together so that we could protect each other. I'm just ready for Gannon to come home. Most importantly, for him to see his family. But second, I am going to be so ecstatic when I'm able to say to people that I hope they have a really sincere apology for all these theories that have came out online, for all the things they said that I have done or people have done. And I just want everyone to know that we're going to find Gannon, and I love him so much. I've helped taking care of him for so long. Any message for Gannon? The message for Gannon I have is, Gannon, when you get here, you'll be able to truly tell what happened. And then I really hope I get a sincere apology from everyone who has made all those things, especially from my husband. Notez qu'en plus de ça, ce matin-là, elle et Harley ont déménagé leurs affaires de la maison familiale sous l'œil des enquêteurs présents sur place. La famille de Laetitia est arrivée la veille pour la soutenir et séjourne dans un hôtel non loin. Laetitia et Harley sont donc allés les rejoindre. Il s'agit de la sœur de Laetitia, Brenda, et de son demi-frère, Dakota.
À 15h, Laetitia et Harley sont vus dans le centre-ville, sortant de la Nissan Altima qu'a louée Brenda pour le séjour. Puis elles sont vues remontant dans la voiture et retournent à l'hôtel où les forces de l'ordre les suivent et placent un traceur GPS sur la Nissan Altima. Vers 15h30, Laetitia a dit qu'elle doit aller chercher de la nourriture pour chiens. Elle a 2 bulldogs français. Mais bizarrement, elle conduit à nouveau jusqu'à l'endroit où son Tiguan a été actif durant les 2 heures où elle a coupé son téléphone le 28. J'espère que vous suivez. Pourquoi est-elle retournée à cet endroit précisément? C'est curieux. Elle rentre à l'hôtel à 18h. Le lendemain matin, 1er février, Laetitia loue une camionnette et y charge quelques objets. Son demi-frère Dakota remarque qu'elle a du mal avec une valise très lourde, mais qu'elle dit pouvoir manipuler toute seule car elle contient des affaires de softball. Puis Laetitia achète un nouveau téléphone portable dans un Walmart à Troy, Colorado, et prend la route avec sa fille et ses chiens, tandis que Dakota conduit une autre voiture. De midi à 22h ce jour-là, la famille voyage du Colorado à Amarillo, Texas. Du côté de l'affaire, la voiture de Laetitia, son Tiguan, est passée au luminol et du sang est révélé sur le pare-choc arrière, malgré ses efforts pour le nettoyer avant sa première entrevue. Souvenez-vous, quand elle s'est rendue au commissariat, elle est arrivée avec une voiture toute propre. Elle venait de passer au lavomatique, d'où son retard de 2 heures. Le lendemain, 2 février, Laetitia et sa famille voyagent d'Amarillo à Decatur. Le 3 février, le voisin des Stoush, Roderick Drayton, diffuse des images de vidéosurveillance de son domicile. Ces images montrent Laetitia et Gannon partant ensemble le 27 janvier, jour de la disparition du garçon, à 10h12 pour aller faire des courses, notamment à Petco. D'après le rapport d'enquête, Gannon n'est pas filmé dans le magasin en compagnie de Laetitia. À 14h22, la voiture est filmée devant les Stoush. La question de savoir si la vidéo montre le retour de Gannon avec Laetitia fait l'objet d'une longue controverse. Certains disent que oui, c'est ce que pensent d'ailleurs les enquêteurs, d'autres que non. De leur côté, Laetitia et sa famille traversent tranquillement la Louisiane et se rendent en Alabama. Le 4 février 2020, ils arrivent en Floride et le lendemain, la camionnette est localisée à Lake Buena Vista, en Floride, à 10h10. Petite précision, il s'agit de la zone de villégiature de Disney World. Du côté des Stoush, c'est l'incompréhension et le chagrin. Ils ont compris que quelque chose s'était très mal passé pour leur fils. Al, Landon et Leyna donnent une interview implorant le public de les aider à retrouver Gannon sain et sauf. Enfin, le 6 février, Laetitia traverse la Géorgie et finit son voyage à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, sa ville natale, où elle et Harley resteront un mois entier. Vous vous en doutez, Al commence à suspecter sa femme d'avoir un lien avec la disparition de son fils. Et puis, qui ne trouverait pas bizarre qu'elle parte à l'autre bout du pays au lieu d'aider dans les recherches du garçon, ou tout simplement soutenir son mari et sa famille? Ça me dépasse. Al autorise alors à ce que les conversations qu'il a avec son épouse soient écoutées, sans prévenir Laetitia bien sûr. Au cours des jours qui ont suivi, cette dernière change 4 fois de version. Le premier changement est que ce mystérieux agresseur était en fait toujours dans la maison où il retenait Gannon en otage lorsque la police est venue le soir pour prendre un rapport de fugue. The police came. He was in the house. Where was he at in the house? I didn't know at the time. I thought they were going to find him because the guy was like, "Can we please search the house?" And I said, "Sure." Okay. Terrified, which is why I sent Lena and Harley to Dollar Store and all these places. Okay. All right. Well, that's huge. That's huge because now we can look at different camera time frames and all that, and we can look at different angles. Mais quand elle a vu que les agents repartaient, elle aurait dû lâcher le morceau, non? Ça aurait réglé le problème. Le deuxième changement est encore plus élaboré. Apparemment, cet homme mystérieux suivait Laetitia ce soir-là et a réussi à monter dans son camion. Elle ajoute également qu'elle connaît désormais le nom de cet homme. I'll give you his name. I swear to you. Give me his When name. I tell you this part, this is why I want immunity. Okay. This dude, he followed me. The guy had followed us to Petco, and as I was pulling off to go to the Palmer Lake area, somebody was laying down in the road when I turned around and came back the other way, and this dude gets in the truck with us. I didn't have anything, knives, anything to anybody off or anything. I had to go like a normal time. Anna was crying in the back seat till we threw up. He threw up because he was so scared. He came with us all the way back to the house. When we get there, he's still in your car at this time.
whole time. Okay. The whole entire time. I asked him what did he want. He could take everything he wants. He could rob us. He could do whatever he fucking wanted. Have it all. There was a struggle. There was everything back and forth. Terrified to say anything because he had the gun. It was just terrifying. All I could hear was Gannon screaming. I didn't know what was going on. I don't know how bad he hurt Gannon. I don't know. There's no accident where I heard, and there's nothing like that. The community, because people keep saying that. He hurt. I was tied with my arm. Okay, well, who is he? Who tied you up? Who did this? You didn't do it. Who did it? Who hurt Gannon? Who has Gannon? Who wants the money? Who hurt you? It's Quincy Brown. Quincy Brown. So Quincy Brown is the one who has him. Je pense que vous avez entendu la déception dans la voix d'Al. En fait, Quincy Brown est un délinquant sexuel et l'un des fugitifs les plus recherchés de la région. Sa photo a récemment été publiée dans les journaux locaux. Il est donc plus que probable que Laetitia ait utilisé ce nom après l'avoir vu à la télévision, plutôt que ce soit la réalité. À une date indéterminée, les détectives fouillent à nouveau le domicile familial, mais cette fois avec du luminol. Et ils font une découverte terrifiante. Dans la chambre de Gannon, les enquêteurs trouvent des traces de sang sur les murs et des taches de sang sur son matelas. Le sang a traversé la moquette et le sous-tapis et a taché le béton en dessous. Le mur est couvert de taches de sang qui ont été nettoyées, bien sûr. D'infimes gouttelettes de sang sont retrouvées allant de la chambre de Gannon jusqu'au garage, de même que des traces sur la poignée de la porte du garage. Enfin, du sang est aussi retrouvé sur le sol du garage, directement sous l'arrière de la Tiguan lorsqu'elle est rentrée dans le garage en marche arrière. Monsieur Griffin, un analyste des taches de sang, indique que les taches sur les murs correspondent à un ou plusieurs événements produisant des éclaboussures de sang, qui pourraient être un coup de feu, un objet contondant ou une agression à l'arme blanche. À ce stade, les enquêteurs décident de se rendre près de l'autoroute 105 et de Perry Park Road, où les données GPS du Tiguan de Laetitia indiquent qu'elle se trouvait à cet endroit quand son téléphone était éteint le 28 janvier. Et c'est aussi à cet endroit qu'elle est retournée le 31 janvier. Bon, on est d'accord, il était temps. L'information est rendue publique par les médias, alors Laetitia est mise au courant. Elle explique aux enquêteurs que les recherches dans cette zone seraient, je cite, futiles. Le 13 février, toujours au téléphone, Al apprend à son épouse que des traces de sang ont été retrouvées à leur résidence. Curieusement, Laetitia donne une explication. Suite à l'épisode de la bougie, Gannon s'est brûlé. Sa peau a cloqué et il a gratté sa blessure qui s'est mise à saigner au point d'éclabousser le mur. Elle avait déjà donné une explication pour les traces de sang dans le garage. Souvenez-vous, elle a dit qu'Eguardo l'avait attaquée et qu'elle était blessée à la tête, puis qu'elle avait nettoyé le sang. Mais vous vous en doutez, elle vient de se faire avoir. D'après le rapport d'enquête, les détails concernant l'emplacement des traces de sang n'ont jamais été communiqués ni aux médias ni à Laetitia. Ils sont restés confidentiels tout au long de l'enquête. Si elle sait où le sang a été retrouvé, c'est qu'elle sait exactement ce qui est arrivé à Gannon. Le lendemain, Al rappelle Laetitia et il est coaché par les forces de l'ordre pour essayer d'obtenir la vérité. Al ne sait pas où se trouve Laetitia et Laetitia ne veut pas que les enquêteurs le sachent. Lors de cet appel, elle donne une quatrième version aux événements. Elle explique qu'elle et Gannon se trouvaient près de County Line Road et de la route 105 le 27 février. Gannon faisait du vélo, est tombé, s'est cogné la tête et a été enlevé par Quincy Brown. Il a bon dos, le Quincy. Le 15 février, un morceau de panneau d'aggloméré ayant des traces de sang est retrouvé dans une zone proche de l'endroit suspect où Laetitia s'est rendue 2 fois. Le sang est testé et il est révélé que c'est bien celui de Gannon. Les enquêteurs pensent que Laetitia a utilisé le panneau d'aggloméré pour se débarrasser du corps de Gannon. À 10h04, nouvel appel enregistré entre Al et Laetitia. Laetitia dit à Al que l'histoire de Gannon tombant de son vélo était un mensonge car elle pensait que c'était ce qu'il voulait entendre. Cette femme est folle. Dans la soirée, Laetitia appelle Al. Elle affirme être enceinte de 5 semaines. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où Laetitia a essayé d'acheter de faux résultats de tests polygraphiques le 29 janvier, 2 jours après la disparition de Gannon? Elle a répondu aux questions et a payé sa commande. Mais problème, elle n'a toujours rien reçu. Le 18 février, elle les appelle et l'homme au bout du fil lui explique que son rapport a été bloqué par la direction en raison des questions qu'elle souhaitait voir figurer dans le test.
Selon lui, l'entreprise a le droit de ne pas satisfaire une commande de test si ce dernier fait allusion à des activités illégales. Laetitia lui demande, je cite, « Que faites-vous maintenant? Vous supprimez le rapport, vous continuez votre vie et vous gardez l'argent ?» L'homme répond par l'affirmative. Le 21 février à 13h44, Al et Laetitia s'appellent. À ce stade, le FBI sait qu'elle se trouve en Caroline du Sud. Pendant cet appel, Laetitia donne une nouvelle version de la disparition de Gannon, où elle raconte qu'une femme qui semblait enceinte lui a demandé de l'aide. Laetitia a accepté de la conduire où elle avait besoin, mais quand elle est montée dans sa voiture, elle transportait en fait des tonnes d'argent dans son ventre et était impliquée dans le crime organisé. Cette femme aurait enlevé Gannon. Le 28 février, un mandat d'arrêt contre Laetitia Stauch est signé. Le 2 mars 2020, toujours à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, Laetitia dépose Harley dans un bureau de recrutement pour un entretien. Alors qu'elle s'éloigne, elle est arrêtée par les forces de l'ordre et mise en examen dans le meurtre de Gannon Jacob Stauch. Elle est reconduite au commissariat où elle participe à un autre interrogatoire avec le FBI. Gannon is alive, okay, and I can help you. Okay, great. But see, here's the problem. When I reached out to people about getting help, I said, hey, I need someone who's going to help me to help you guys. I couldn't get that from anyone at all. We are happy to help you. Okay, so I understand you might say you have, like, whatever evidence that you might say you have, but that's not a case. I did not hurt my child, okay? So if someone truly took Gannon, though, we need to know the real story, because you put out quite a few different stories. Because of him not ever, like, being, like, supportive, and I tried originally to talk to him when he first got there, that was the only reason I said those things to him, was just because I was out of anger and out of, like, hurt and not being able to have, like, support. It was nothing to do with, like I'm sitting here going to tell you these stories. That was just anger, stupidity, I still don't understand, Laetitia. The thing I don't understand is you're a good person. Mm-hmm. If you're a good person, why would you not trade your life for Gannon's? I do. I want to trade my life for Gannon's, but what you have to also understand is not just my life. But how can you be so afraid of one person? Because of any actions that could be taken to lead up to why you may know this person or why you might down there now. Is he law enforcement? Okay. Or something that has more power than you would think? Sir, I want to help, but I need protection. We have cameras for that whole place, and we don't see you meet with anybody. Well, can you, like, show me that so that I can show you what direction? Your argument isn't going to work, Laetitia. Argument about what? Your argument that somebody took him. You're not going to be able to tell that story. Okay. If you help us today, find out where Gannon is. If you because I have 100% confidence that you can tell me exactly where you last left Gannon. Okay. Now you're accusing me. I'm just telling you what the research shows, what our investigation shows. I'm then glad listen. that you have research then. So. It will look much better for you. I didn't do anything. So what do you want me to look better at? I didn't do anything. Are you going to tell me right now that the last place you saw Gannon was really him getting into an Impala? Sir, I'm not going to say anything because you're not trying to help me. I did not hurt, endanger, kill, do anything wrong to Gannon. I did not. But for someone who has no reason whatsoever to hurt you, no motive, has everything she wanted in life. Why? Because you want it just like everyone else want it to be me. So that way, I don't care if that it's you or way not. y'all can just go ahead and be the hero and all these things. I do not get paid one extra dime if it's you. I don't get paid anything else to find Gannon. Sir, it's just our phone. It's not me. I'm talking about why would you act like this when there's a boy out there? I want Gannon home. Then tell me how to do it. I want to help you. I don't know. I don't. But see, that's where easy questions should be easy to answer. I just said I don't know. That's an easy answer. The easy answer is tell me the very last time you laid eyes on him. Where was he? Was he laying down? Was he standing up? Was he sitting? Was he walking to a car? Where was...
Give me your very last image of Gannon. That's an easy question. You have to remember your last image of Gannon. Letitia, what was he doing? Why would you not answer that? Because I've given you answers. No, you haven't told me exactly what you saw when you saw him for the very last time. You know, I wish I could see in your head right now. Your very last image is there, but you won't tell me. Why won't you tell me? Because it's nothing bad to well, tell you. Well, then tell me. If it's nothing bad, you would tell me. What's your last image of Gannon? Sir, I don't have any bad images of Gannon. I didn't say it was bad. I don't have any. What's the very last picture of seeing Gannon alive? Or not alive that you have in your brain? He is alive. I'm not going to say Then tell me the last time What? you saw him. Letitia, all that stuff you said earlier. Okay. Being a good person, you didn't hurt him, you didn't do all this. I'm repeating it back to you. Why could you not tell me then? If all that is true, you know the last time you saw him. What would that hurt to tell me? What's going to come out? That you didn't tell the FBI who took Gannon, if that's your deal? How is that going to shock everybody? Okay. Okay, sir. Gannon was fine. Gannon, nothing was wrong with him. Gannon was happy. Gannon is my favorite stepchild. Après cet entretien, Laetitia est extradée vers le Colorado pour y être jugée, mais non sans se battre. Elle a fait la une des journaux nationaux pour s'être libérée de ses menottes et avoir attaqué l'agente assise à côté d'elle. Son arme de prédilection ? Une canette de boisson Monster Energy non ouverte. Le groupe de voyageurs s'arrête au Kansas, où Laetitia passe plusieurs heures en prison pendant que son escorte reçoit des soins médicaux. Elle est de retour au Colorado le 5 mars. Al demande immédiatement le divorce. Le 11 mars, Laetitia est formellement accusée de meurtre au premier degré dans une salle d'audience du comté d'El Paso. Les jours passent. Nous sommes le 17 mars 2020. Le pont Escambilla, à Pensacola, en Floride, doit être inspecté tous les 2 ans. C'est chose faite ce 17 mars, mais quelque chose attire l'œil des 2 inspecteurs du département des transports de Floride. Une valise abandonnée, fermée. Par curiosité, ils décident de l'ouvrir. Vous vous en doutez, ce qu'ils découvrent est effroyable. À l'intérieur de cette valise, enveloppée dans des couvertures, se trouvent les restes de Gannon. Le lendemain, une autopsie est pratiquée. On découvre qu'il a été blessé par des objets contondants, qu'il présente 18 coupures et coups de couteau sur la poitrine et dans le dos, qu'il souffre d'une fracture du crâne et qu'il a reçu une balle dans la mâchoire. Il présente également des blessures défensives sur les bras et les jambes. Son organisme contient de l'hydrocodone, un médicament délivré sous ordonnance utilisé pour soigner la toux sèche, mais qui peut provoquer somnolence et étourdissement, et du paracétamol. Un examen plus approfondi de la balle permet de remonter jusqu'au pistolet de 9 mm retrouvé dans la résidence des Stauch, celui sur lequel se trouve l'ADN de Laetitia. Et pour rappel, Pensacola était l'une des étapes du voyage en voiture avec Harley 1 mois plus tôt. Laetitia attend son procès, mais commence à montrer des signes d'instabilité mentale tels que la paranoïa, des hallucinations, etc. Elle est donc soumise à une évaluation de santé mentale. Bien que Laetitia ait subi de graves abus dans son enfance, ce qui peut potentiellement causer un traumatisme et affecter son comportement, elle est jugée apte à subir un procès. Néanmoins, elle plaide non coupable en février 2022 pour cause d'aliénation mentale et affirme qu'elle souffre d'un trouble dissociatif de l'identité dû à des abus sexuels subis pendant l'enfance. La procédure judiciaire est retardée tout au long de la pandémie de Covid et le procès commence finalement 3 ans plus tard, le 3 avril 2023. L'État dispose de plus de 1000 pages de documents, de 36 témoins et d'un grand nombre de séquences vidéo, d'appels téléphoniques et d'autres preuves. Le procureur Michael Allen déclare, je cite, « Elle a pris le corps ensanglanté et brisé de Gannon, ainsi que les couvertures et les oreillers qui étaient avec lui, et les a mis dans une valise. »
Il fait valoir que les mesures prises par Madame Stauch pour dissimuler ses actes prouvent qu'elle savait que ce qu'elle faisait était mal et qu'elle était donc saine d'esprit. Il dit, je cite, « Elle a nettoyé le sang dans la chambre de Gannon, déplacé son corps dans différents endroits pour le cacher avant de le jeter comme un déchet dans une rivière qui se jette dans le golfe du Mexique dans l'espoir qu'il ne soit jamais retrouvé. » Il continue. Madame Stauch a également menti aux enquêteurs à plusieurs reprises pour tenter d'entraver leur enquête. Elle a changé de nombreuses fois de version. Toutes ces actions ont été délibérément conçues pour se distancer de ce qu'elle a fait. Malgré tout, la défense tente de convaincre le jury que Laetitia était, je cite, « en pleine crise psychotique au moment des crimes commis ». L'avocat de la défense, Will Cook, déclare que les détails horribles de cette affaire, notamment la façon dont Gannon a été tué et l'absence de mobile, sont la preuve que l'accusée était folle parce que tout cela n'a pas de sens. Ce sont les signes et les preuves d'un esprit, d'une âme qui sont brisées de la manière la plus fondamentale et la plus profonde, affirme-t-il. Cook suggère que Laetitia a développé un trouble dissociatif de l'identité à la suite des abus physiques, émotionnels et sexuels qu'elle a subis pendant son enfance de la part de nombreux partenaires de sa mère absente, dormant parfois dans une voiture dans l'allée pour échapper à ces abus. Le seul témoin de la défense est une docteure en psychologie dont les travaux et le sérieux sont controversés. Elle déclare qu'elle pense que Laetitia a des personnalités différentes et que d'ailleurs, lors de ses entretiens avec l'accusée, elle se souvient avoir rencontré une personne appelée Maria. Pour finir, Cook affirme, je cite, « Elle s'est brisée ce jour-là. Elle a rompu avec tout ce qu'elle avait de juste et de logique en elle. » Il admet ensuite que l'accusée avait bien commis le crime, mais qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. La personne qu'elle attaquait n'était pas Gannon, elle tuait les démons de sa vie, les sombres profondeurs de son enfance, poursuit-il. Laetitia Stauch plaide coupable, donc reconnaît être l'auteur du crime dont elle est accusée, mais elle n'a jamais avoué quand ni comment elle avait tué Gannon. D'après l'enquête, voici le déroulé des faits. Laetitia n'est pas heureuse dans sa vie de femme au foyer qui doit s'occuper des 2 jeunes enfants de son mari qu'elle n'aime apparemment pas plus que ça. Les enfants, hein, pas le mari, quoique. Elle se sent coincée dans une situation utilisée comme une babysitter gratuite. Le 26 janvier, Gannon fait tomber la bougie sur le canapé et la moquette et c'en fut trop pour Laetitia. Elle n'a pas demandé cette vie, elle n'est même pas payée pour gérer ses désagréments. Elle est sûrement furieuse et dispute violemment Gannon qui part dans sa chambre. Pour une raison que l'on ignore, elle prend en vidéo le moment où elle va tourmenter le pauvre garçon, qui est manifestement apeuré et qui pleure, pour lui demander ce qu'ils vont devoir vendre pour payer les réparations de sa bêtise. Dans la nuit, elle prétend que Gannon est tombé malade, mais nous ne saurons jamais si c'est vrai. Elle prévoit déjà ne pas le mettre à l'école le lendemain. On peut donc se poser la question, le meurtre était-il prémédité ? Ou Gannon était-il si effrayé et qu'il en a eu des maux de ventre violents ? Le lendemain, vers 8h18, Laetitia envoie une photo de Gannon en train de dormir à Hall. Laetitia verrouille son téléphone à 9h56 et le laisse à la maison, ce qui, d'après le rapport d'enquête, est extrêmement inhabituel car elle est connue pour l'intense utilisation de son téléphone. Laetitia et Gannon partent à 10h12 faire des courses dans la Nissan Frontier d'Hall. Ils se rendent à Petco, un magasin pour animaux. Laetitia est filmée par les caméras de vidéosurveillance faire des achats à 11h22. Puis, pendant 2 heures, leurs activités sont inconnues. À 13h22, Laetitia est filmée à nouveau, dans le même magasin, faire d'autres achats. À 13h43, utilisant le téléphone de Gannon, quelqu'un fait une recherche Google. « Mon parent peut-il trouver mon téléphone s'il est éteint ?» Je dis quelqu'un, car d'après les enquêteurs, ce n'est pas Gannon qui a effectué cette recherche. Je m'explique. La typographie de la phrase est importante ici. Vous notez le point entre le téléphone et cils ? C'est une erreur typographique. Le téléphone de Laetitia ayant été saisi par les autorités, ils ont pu vérifier son historique. Et il s'avère que c'est une erreur que fait très souvent la jeune femme. D'après les enquêteurs, Laetitia était peut-être en train de réfléchir à la manière dont elle allait se débarrasser du téléphone de Gannon après l'avoir assassiné. Le téléphone du jeune garçon ayant été retrouvé au domicile, il conclut que Laetitia ne s'est pas débarrassée du téléphone de Gannon de peur qu'il soit traçable. Laetitia et Gannon retournent au domicile à 14h22, dans l'hypothèse où l'on croit que Gannon soit rentré avec elle, ce qui semble probable d'après ses blessures et tout le sang retrouvé dans sa chambre. Laetitia déverrouille son téléphone à 14h45. Leïna rentre de l'école à 15h15.
Laetitia lui dit que Gannon est malade, qu'elle ne peut pas le voir et qu'elle doit rester dehors pour jouer. On suppose que le meurtre de Gannon a eu lieu entre 14h22, heure de leur retour, et 15h15, heure du retour de Leyna. Le méfait accompli, elle fourre Gannon et ses draps tachés de sang dans une valise et met la valise dans le coffre de son Tiguan. Quand Leyna rentre de l'école, Laetitia refuse qu'elle ne voie son frère et l'envoie jouer dehors, car elle avait vraisemblablement du ménage à faire et ne voulait pas être vue ou dérangée. D'ailleurs, la porte du sous-sol, équipée d'un détecteur de mouvement, enregistre une dizaine d'ouvertures de 15h à 17h, alors qu'en moyenne, les autres jours, cette porte n'est ouverte que 3 fois. Laetitia signale la disparition de Gannon à 18h55 sur la ligne d'urgence et à 19h02 sur la ligne non urgente. Quand on lui demande quel ami il a été voir ou quelles sont leurs adresses, Laetitia ne peut pas répondre. Le lendemain matin, elle se rend à l'aéroport, dépose sa voiture, loue une Kia Rio et récupère Al avant de rentrer chez eux. Vraisemblablement, elle est obligée de louer une autre voiture pour éviter d'expliquer la présence d'une valise suspecte dans le coffre de la sienne. Imaginez la scène. Al, de retour après 2 semaines hors de l'état, est récupéré à l'aéroport. Il a sûrement un sac de voyage ou une valise. On peut supposer que, comme tout le monde, il se serait dirigé vers le coffre de la voiture pour ranger ses affaires. Il serait alors tombé sur cette valise, qui n'a rien à faire là, et aurait posé des questions, voire l'aurait ouverte. Inenvisageable pour Laetitia. Puis dans la soirée, vers 20h30, Laetitia retourne au parking de l'aéroport et récupère sa Tiguan. Elle éteint son téléphone ou se met en mode avion. On sait qu'elle se rend près de County Line Road et de la route 105 et qu'elle y reste environ 2 heures. On suppose qu'elle s'est débarrassée de la valise contenant le corps de Gannon à ce moment-là. Quelques jours plus tard, elle utilise la voiture de location de sa sœur pour retourner sur les lieux. Les enquêteurs pensent que, du fait que Laetitia s'est débarrassée des restes de Gannon de nuit, elle était probablement nerveuse quant à l'endroit qu'elle avait choisi et ne se souvenait peut-être même pas exactement de l'endroit en question. Les enquêteurs pensent que le 31 janvier 2020, elle est retournée sur place pour examiner la zone de jour et que, vraisemblablement, elle s'est dit que le lieu ne convenait pas et qu'elle a alors récupéré la valise. Car en effet, souvenez-vous, le 1er février, Laetitia loue une camionnette et y charge quelques objets. Son demi-frère Dakota remarque qu'elle a du mal avec une valise très lourde, mais qu'elle dit pouvoir manipuler toute seule, car elle contient des affaires de softball. C'était en fait la valise où reposait Gannon. Quelle horreur. Le 3 février, Laetitia se débarrasse vraisemblablement de la valise en la jetant du pont Escambia. Comment aucune personne de sa famille ne s'en soit aperçue reste un mystère. Les procureurs suggèrent que l'accusée s'est glissée hors de la chambre d'hôtel où elle séjournait avec sa fille à Pensacola pour se débarrasser de la valise au milieu de la nuit, dans l'espoir qu'il soit emporté dans le golfe du Mexique. Je me demande si Harley s'est rendu compte qu'une valise manquait à l'appel le lendemain. La suite, on la connaît. Durant le procès, les témoins de l'accusation se relaient à la barre pour raconter leur histoire. Nicole Mobley, une ancienne voisine des Stoush, témoigne que Laetitia a tenté de la payer pour qu'elle mente aux forces de l'ordre en disant qu'elle avait vu quelqu'un enlever Gannon. Dakota, son demi-frère, affirme qu'il a vu l'accusée mettre la valise, dans laquelle le corps de Gannon a été retrouvé plus tard, dans sa camionnette le 1er février 2020. Il dit qu'il a senti que quelque chose n'allait pas avec cette valise. Harley, la fille de Laetitia, témoigne également. Elle affirme qu'elle ignorait que sa mère avait tué Gannon, qu'elle la maltraitait et qu'elle se sentait manipulée par sa mère depuis de nombreuses années. Le dernier témoin de l'accusation, Kevin Clark, complète son témoignage en examinant les recherches effectuées sur Google à partir du téléphone de l'accusé avant son arrestation. Cacher l'adresse IP. Besoin d'une fausse carte d'identité, légale. Plusieurs recherches contenant des greffes de visage ou la chirurgie plastique. Que font-ils lorsqu'ils trouvent un corps dans un autre état? Combien de temps faut-il pour qu'un corps commence à se décomposer dans un sac? Bon, on a compris, les preuves sont accablantes. Mais une question subsiste. Pourquoi? Pourquoi avoir tué Gannon? Un coup de sang à cause de la bougie? Les procureurs affirment que Laetitia a tué Gannon pour faire du mal à son mari, avec qui on le sait, ça ne se passait plus très bien. Le juge déclare qu'il pense qu'elle était également motivée par la haine et la jalousie envers la mère de Gannon, Lenden Bullard. Le 8 mai 2023, après 5 semaines de procès, le jury rend son verdict.
Le même jour, Laetitia Stauch est condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, assortie d'une peine de 156 ans. Le juge Grégory Werner s'exprime, je cite. « Le pire cauchemar d'un parent est de recevoir un appel téléphonique l'informant qu'il est arrivé quelque chose à son enfant. Ce cauchemar doit être encore pire lorsque les forces de l'ordre demandent non pas une photo de l'être aimé, mais plutôt des données ADN et dentaires. Lorsque vous prenez une vie, quelle que soit la manière dont vous le faites, vous modifiez à jamais l'avenir. Ni M. Stauch ni Mme Bullard ne verront jamais leur fils terminer ses études secondaires, vivre la joie et la douleur d'un premier amour ou se marier. Ils ne sauront jamais quel impact leur fils aurait pu avoir sur le monde s'il avait vécu jusqu'à l'âge adulte. Je ne peux pas imaginer la terreur et la confusion que Gannon a dû ressentir lors de ses derniers instants lorsqu'il a su que sa vie allait être prise par quelqu'un en qui il avait confiance. Je comprends l'allégation de troubles dissociatifs de l'identité. J'ai vu quelque chose qui y ressemble et j'ai vu des accusés souffrant de troubles schizophréniques. Je peux les comprendre. Ce que j'ai pu constater, c'est que l'état mental de la personne la pousse à agir d'une certaine manière et elle est étonnée de ce qui s'est passé lorsqu'elle se rend compte de ce qu'elle a fait, ou alors elle n'a aucun souvenir des événements. Vous prétendez que c'est une autre personne qui a assassiné Gannon, mais à aucun moment dans les minutes, les heures et les jours qui ont suivi le meurtre, Laetitia s'est demandé « Pourquoi est-ce que je trimballe un corps dans mes bagages ?» Ce n'est tout simplement pas crédible. Je peux cependant dire sans hésitation que les faits dans cette affaire sont les plus horribles que j'ai jamais vus. Votre conduite dans cette affaire mérite la punition maximale que je puisse imposer en vertu de la loi du Colorado. Vous avez enlevé à Gannon tout ce qu'il était et tout ce qu'il aurait pu être. Et c'est ainsi que se termine la tragique histoire du meurtre de Gannon Stauch, 11 ans, par sa belle-mère Laetitia. Abonnez-vous!